Et là, voilà la rue Sainte-Catherine. C'est la rue de mon enfance. Elle est dans son jus, elle n'a pas changé. Sur les 2042 déportés de Toulouse, 45 sont revenus, dont Marie. Jean, lui, a été déporté de Pologne. Elle venait d'avoir 14 ans le jour de son arrestation. Mais là, tu vois, je vais te montrer la maison où j'ai habité depuis toujours, finalement. Je me rappelle ce numéro, ce fameux numéro 4 rue Sainte-Catherine. J'ai été arrêtée à cet endroit-là. Eh ben, dis donc. Voilà. Et après, je vais te montrer là où habitait la personne qui nous a dénoncés. Sa déportation dans les camps de concentration allemands, Marie la doit à son voisin le plus proche, le cordonnier du 2 rue Sainte-Catherine. Ils se connaissaient très bien, lui et la famille, comme tous les gens du quartier d'ailleurs. Mais pour quelques tickets de pain, de viande, un peu d'argent, le cordonnier a envoyé une lettre dénonçant la famille Rafalovic. Enfin, c'est dans cette cour où j'ai été arrêtée. Voilà. C'est dans la cour que tu as été arrêtée? Oui, c'est dans la cour. Mais c'est bizarre, je la voyais beaucoup plus grande. Je voyais Eh bien, c'est parce que toi, tu étais plus petite. Hein? Oui. Et tout à coup, la porte s'est ouverte et 2 personnes sont rentrées. Il s'est adressé plutôt directement à moi en disant « Mademoiselle Rafalovic ». Et moi, comme une sotte, parce que vraiment, je peux dire que j'étais une sotte, et je lui dis oui. Donc, en disant oui, j'avais tout dit. Tu étais condamnée. Voilà, j'avais tout dit. Quand c'est condamné, comme c'est bête dans la vie. C'est tellement bête que Marie va passer 9 mois internée, d'abord à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen, le camp d'extermination. 800 personnes y meurent chaque jour. Marie, elle, résiste. Et le cordonnier qui l'a dénoncé dans tout ça? Quand on parle de collaboration, vous savez, nous on en parle souvent ici avec les élèves, le sud de la France, c'est la seule zone de toute l'Europe d'où sont partis des convois de déportés juifs vers Auschwitz alors qu'il n'y avait pas d'Allemands sur place. La seule et unique responsabilité de ces déportations de l'été 42, la seule et unique, c'est le gouvernement français de l'époque. C'est le gouvernement français qui a fait beaucoup plus, justement, que ce que les Allemands demandaient. Mais le gouvernement de Vichy, ici à Toulouse, les responsables, c'est le préfet qui reçoit le télégramme et qui l'applique. Les fonctionnaires qui reçoivent le télégramme et qui l'appliquent. Il n'y a pas un SS dans le bureau de la préfecture qui a le flingue sur la tempe du fonctionnaire pour que le gosse de 3 mois monte dans le wagon. Et pourtant, un fonctionnaire le fait. Un fonctionnaire français. Alors, comment le qualifier? Collabo. Lui se qualifie comme légaliste. Évidemment que c'est un collaborateur. Évidemment. Et après, on peut tout entendre. Oui, mais je ne me posais pas de questions. Voilà. Vous savez, la politique, c'était pas pour moi. On a tous une part de responsabilité. Quand des choses qui ne sont pas conformes à nos idéaux se font. C'est aussi de notre faute. C'est aussi, hier comme aujourd'hui. Attends, je voulais te demander quelque chose. Quand ils t'ont arrêté, rue Sainte-Catherine, ils t'ont emmené à pied jusqu'à là? Oui. Ah, t'es venu à pied avec eux? Ben oui, avec les deux. La police allemande vient d'arrêter Marie une demi-heure plus tôt. C'est son voisin le plus proche qui l'a dénoncée à son domicile de la rue Sainte-Catherine. Elle a 14 ans et elle est amenée directement à la Gestapo, près du Jardin des Plantes à Toulouse. On m'a amenée là, on m'a interrogée. Moi, je les intéressais plus ou moins. Ce qui les intéressait, c'est de prendre mon père, ma mère, où étaient-ils? Et là, j'ai brodé, j'ai raconté ce qui me passait par la tête. Mais tu comprends très bien que je n'allais pas leur dire, ils vont à cet endroit-là où ils sont. 1 heure après l'interrogatoire, Marie est internée à la caserne de Compans-Caffarelli, occupée par l'armée allemande. Elle se retrouve au milieu de centaines d'autres juifs, raflés par familles entières. Elle est toute seule. Il y avait un grand bâtiment où je suis rentrée, et là où j'ai rejoint tous ceux qui étaient internés à Caffarelli. Elle va rester 1 semaine à Caffarelli, le temps de rassembler à Toulouse le plus de prisonniers possible. Plus on évolue dans la guerre, plus la répression s'accentue de 2 côtés. La police allemande, l'armée allemande, l'armée française, la police française, et donc le nombre d'arrestations explose. Vous, quand on vous arrête, on ne peut pas vous amener à la prison Saint-Michel, elle déborde déjà. Le camp de Noé, à ce moment-là, en 1944, déborde, le récé Bédou a été fermé. Donc, on va enfermer où on peut. Et où on peut, c'est le 1er et le 2e étage de la caserne Caffarelli. À la gare de Toulouse, Marie embarque pour l'Allemagne directe. Elle ne le sait pas, bien sûr. On ne s'est pas inquiété, même quand on est monté dans ces wagons à bestiaux, là. Tout d'un coup, je regarde au loin, voilà, je regarde comme ça. Qu'est-ce que je vois, maman? Je dis à moi-même, qu'est-ce qu'elle fait là?
Et elle faisait les va-et-vient, et là. Et puis c'était pas tellement loin parce que je voyais son visage et je voyais qu'elle pleurait. Puis à un moment donné, il y a un soldat allemand qui s'est approché d'elle et qui lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle faisait là? Surtout toute seule, comme ça. Alors elle lui dit, moi j'ai ma fille qui est dans ce transport, dans ces wagons, et ça ne me gênerait pas que vous me preniez pour aller avec elle. Et c'est lui qui l'a fait partir. Marie partira donc seule à Ravensbrück et à Bergen-Belsen. Dans ce dernier camp d'extermination, qu'est-ce qui fait tenir l'adolescente? J'ai pensé que c'était comment pourrais-je dire, l'inconscience de la jeunesse qui a fait que je voulais toujours revenir. Il m'est jamais venu à l'esprit que j'allais rester là et que j'allais mourir, comme je voyais tellement de monde. Ça a commencé à Ravensbrück et après à Bergen-Belsen, parce qu'alors là, à Bergen-Belsen, nous étions presque tous que des cadavres ambulants. Hein. Mais je n'ai jamais eu l'idée que je pouvais disparaître et rester là. Voilà, maintenant, une fois qu'on aura passé la prison Saint-Michel, on va aller où nous étions cachés avec mes parents, en 43, 44. Et là, tu vois, Jean, là où nous nous cachions. Marie a alors 12 ans. Née à Toulouse, à l'école religieuse du quartier, elle croit qu'elle est une Française tout à fait catholique. Même si tous les soirs, il faut aller se cacher, grande rue Saint-Michel. En principe, on venait chercher les Juifs, on venait les chercher la nuit. Donc, autant que possible, il ne fallait pas rester à la maison. Nous sommes fin 43 quand les Allemands entrent à Toulouse. Les fonctionnaires français ont préparé le terrain. Ils ont déjà fiché tous les Juifs. En 41, je crois, on avait demandé que tous les Juifs de Toulouse aillent à la préfecture se faire recenser. Recenser veut dire quoi? Avec la carte d'identité, on mettait un tampon sur la carte d'identité, dont là, tout était marqué, ils savaient. Le mot juif, pour moi, ne signifiait absolument rien. Il a commencé à signifier quelque chose, même pas quand on était cachés. Parce que pour moi, si vous voulez, mes parents étaient polonais. Ça, je le savais, et bien ça s'arrêtait là. Donc, polonais voulait dire pourquoi ils se cachaient, ils faisaient parce que les Allemands allaient peut-être les ramasser, c'est tout. Mais le mot juif n'intervenait pas. Voilà, j'ai commencé à réaliser, ça a été dans les camps. Écoutez, moi j'ai plus de recul qu'elle. J'ai vécu dans un pays de l'Est, la Pologne, où la question juive était beaucoup plus à l'ordre du jour. Et il y avait vraiment une séparation, c'est un antisémitisme viscéral. Et moi, ces problèmes que mon épouse, parce qu'elle ne s'était pas rendue compte, elle vivait comme dans un cocon, elle était suffisamment protégée, et puis il n'y avait pas de problème avant la guerre. C'était, avec l'avènement de Pétain, on ne peut pas comparer. Le français n'était pas antisémite. Il est devenu, avec les lois anti-juives qui ont été votées par le régime de Pétain. Là, on arrive à la prison. La prison surtout beaucoup de résistants ont été enfermés là et interrogés surtout. Il y a le métro qui s'appelle Saint-Michel et surtout la station Marcel Langer. Non, je n'avais jamais. Je viens de le voir maintenant. Je le savais, mais je n'avais pas fait le parallèle. Marcel Langer, ce grand résistant juif polonais, a été torturé prison Saint-Michel puis guillotiné. À une rue de là, Marie est dénoncée puis déportée. Quant à Jean, il connaîtra les pires camps d'extermination. Marie, la Toulousaine, et Jean, le Polonais, se sont rencontrés après la libération à Toulouse. Lui rentre de 2 ans et demi de déportation dans les camps de concentration les plus durs. Il a résisté à la marche de la mort. Elle rentre du camp d'extermination de Bergen-Belsen où elle a été envoyée à 14 ans par son voisin. J'étais obligée de ne compter que sur moi. On allait au Vacheron et puis là il y avait un grand couloir dans la baraque. Et puis par terre étaient alignées toutes celles qui avaient décédé dans la nuit. Donc elles étaient toutes nues. Le matricule était marqué sur la poitrine, là en haut. Et c'était... Bon, ça a été les premiers morts, vraiment, que j'ai vus. Et après, bon, je ne les comptais même pas. J'étais dans mon trou, si j'ose dire, dans ma couchette.
Et nous étions 4 ou 5, je ne me rappelle plus à combien on rentrait dedans. Et le matin, quand il y a eu le fameux gong, je disais, nom d'un chien, mais réveillez-vous, parce que sinon le capot il va arriver, il va vous raccourcir tout de suite avec un coup de matraque. Et puis j'avais beau secouer les gens, et ils étaient tous raides. J'étais descendu tout seul. 65 ans après leur retour, le lien entre ce qu'ils ont vécu et nous, il est au musée de la Résistance et de la Déportation. Et là, bon, il montre ça, mais dans mon esprit, c'est des montagnes, des meules de cadavres. Moi, je vois toujours les 2 personnes qui traînaient des charrettes, et puis des cadavres, les bras, les jambes qui traînaient. Mais ça, c'était encore, si vous voulez, le moins terrible, parce qu'après, ça a été des monceaux de cadavres, de tous les côtés. Vous enjambiez. Toi, tu étais à Birkenau. J'étais à Auschwitz et Birkenau. J'ai connu les 2 camps. Bien sûr, tout ça, j'ai vécu et ce ne s'est pas effacé. C'était mon habit d'hiver et mon habit d'été. Ça me prend à la gorge. Ça m'apprend à la gorge parce que le passé revient au galop. J'ai essayé de mettre le silence sur ma mémoire et j'ai réussi qu'en partie. Ça fait 65 ans qui sont passés et que je commence à me libérer. Parce que jusqu'à présent, même à mes enfants, je ne voulais pas leur dire les atrocités que j'ai vécues, à tel point que mes propres enfants, j'en ai un fils qui a 57 ans maintenant et l'autre 44, et ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as rien dit? Et comment voulez-vous dire sans traumatiser, sans avoir peur de traumatiser un gosse, et sans lui couper l'avenir et le vouloir de devenir quelqu'un de bien, avec mon vécu. Alors je me suis abstenu et je suis venu muet comme une tombe. Vous êtes né quelque part dans un village et vous aviez compté 64 personnes de votre entourage, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les tantes, les oncles. Et quand, vous, au bout de l'enfer, vous vous retrouvez seul, sachant que tout le reste est naufragé, qu'est-ce que ça veut dire d'aller quelque part? Quand il rentre de Buchenwald après Auschwitz et 4 autres camps, Jean a 19 ans. Il ne veut pas retourner en Pologne. Alors il suit son ami de déportation. Le cuistot lui a déjà sauvé la vie en dérobant des patates crues au risque de se faire fusiller. Cette fois, ils partent à Toulouse. En sortant de la gare, on a traversé ces carrefours pour aller à l'hôtel d'en face. Et on a traversé devant une foule de gens qui attendaient le leur avec l'espoir de retrouver les amis ou les parents ou des enfants qui revenaient de la déportation. Et certaines personnes étaient méconnaissables par rapport à leur départ. Quand ils se retrouvaient, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était comme des revenants, hein, d'autres tombes. On ne croyait pas. Les gens qui étaient partis, c'était définitif. Et nous sommes rentrés pour avoir nos papiers de passage et pour pouvoir être relâchés d'aller plus loin. Puis il faut trouver où dormir et où manger. Les 2 amis sont hébergés par la Croix-Rouge polonaise, Pont des Demoiselles. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Tu parles. Encore des illusions. Au bout d'un mois, les 2 amis sont jetés à la rue, faute de sous. L'errance reprend, toujours en pantalon rayé de déporté. Pas une main secourable. Et cette faim qui le tenaille. Je m'assois. Je suis fatigué. Et bien là, je suis submergé par le souvenir d'il y a 65 ans. Comme si c'était hier. Je me rappelle, j'étais tout jeune. Je venais de sortir d'un enfer. Et je me suis retrouvé avec mon copain sur le boulevard, qui était plein de monde. Il y avait le monde de partout. Il y avait la liberté, retrouvée pour moi toute neuve. Et je me suis retrouvé devant le chaland rempli et moi l'estomac vide. Je m'étais posé une question, ça m'a submergé. J'ai dit, bon Dieu, toute cette souffrance, 4 ans de privation, plus le camp, j'en rajoute plus, et me retrouver dans un pays libre, soi-disant en liberté, mais malgré tout, renfermé sur moi-même avec la faim et la rage en moi. C'est à réfléchir,
65 ans après, où je me retrouve presque en fin de ma vie, et avec mes souvenirs qui me submergent.